Ce soir-là, Antoine rentra chez lui vers 23 heures. Il était épuisé. Il avait passé 14 heures au bureau, à éplucher des contrats, à signer des accords, à jongler avec des millions d'euros comme s'il s'agissait de simples jetons. Mais en poussant la porte de son château, il entendit un son qu'il n'avait plus entendu depuis que Théo avait 5 ans. Le silence, un silence absolu, dans la chambre de son fils. Antoine s'arrêta net dans le couloir. Son cœur se mit à battre plus fort. Le silence, dans cette maison, n'annonçait jamais rien de bon. Depuis que Théo avait 6 ans, le silence signifiait qu'un malheur était imminent. Cela voulait dire que ses tics s'accumulaient, comme la pression dans une cocotte minute prête à exploser. Cela voulait dire que son fils souffrait, seul, luttant pour contrôler l'incontrôlable. Mais cette fois, le silence avait une tonalité différente. Il n'était pas tendu, il n'était pas menaçant. C'était la paix. Antoine monta les escaliers lentement, presque sans respirer. Chaque marche grinçait sous ses chaussures italiennes à 2000 €. Le couloir était plongé dans l'obscurité, mais une faible lueur filtrait sous la porte de Théo. Et lorsqu'il se trouva devant cette porte, il resta figé, car ce qu'il entendait de l'autre côté, ce n'était pas des pleurs, ce n'était pas des tics. Ce n'était pas la voix saccadée de son fils essayant de maîtriser ses mouvements involontaires qui le tourmentaient depuis 6 ans. C'était une respiration, lente, profonde, 2 respirations synchronisées, comme si 2 personnes respiraient au même rythme, au même instant, avec le même dessein. Antoine ne comprenait pas, et la curiosité prit le dessus sur la peur. Il ouvrit la porte, et ce qu'il vit à cet instant changea tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, sur l'argent, et sur ce que signifie réellement prendre soin de quelqu'un. Mais pour que vous compreniez pourquoi cette scène le détruisit, il faut savoir qui était Théo, avant que tout ne commence. Théo Andrade Villanueva était né un mardi d'octobre, à 3 heures du matin, alors que la lune était pleine, et que sa mère, Isabelle, dit à Antoine que cet enfant serait spécial, et il le fut. Dès son plus jeune âge, Théo était différent. Pas différent dans le mauvais sens du terme, différent, brillant. À 3 ans, Théo savait déjà compter jusqu'à 1000. À 4 ans, il résolvait son premier cube de Rubik en moins de 5 minutes. À 5 ans, il remporta le concours de mathématiques de son école, face à des enfants de 8 et 9 ans. Les professeurs appelaient Antoine pour lui dire que son fils était un génie, qu'il avait un avenir radieux, qu'il pourrait devenir ce qu'il voulait dans la vie. Antoine était fier, plus que fier. Il était convaincu que Théo serait son héritier parfait, l'enfant qui prendrait les rênes de son empire pharmaceutique, le génie qui surpasserait son père. Mais l'univers a une façon cruelle de nous rappeler que nous ne contrôlons rien. Le premier tic apparut 3 semaines après le 6e anniversaire de Théo. Ce fut un clignement de paupières, rapide, répétitif, comme si quelque chose était entré dans son œil et qu'il n'arrivait pas à l'enlever. Isabelle pensa que c'était une allergie. Antoine pensa que c'était de la fatigue. Aucun des deux ne pensa que c'était le début d'un cauchemar. 1 semaine plus tard, le clignement de paupières se transforma en mouvement de tête. Théo secouait la tête vers la droite, encore et encore, comme s'il disait non à quelque chose d'invisible. Puis vinrent les épaules, les haussements, les mouvements brusques qui ressemblaient à des spasmes, mais n'en étaient pas. Et ensuite vinrent les sons. Le premier son que Théo émit involontairement fut un grognement, court, guttural, comme si quelque chose s'était coincé dans sa gorge et qu'il avait besoin de l'extirper. Isabelle prit peur, Antoine s'inquiéta, et Théo, le pauvre Théo, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est battu contre quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, vous savez de quoi je parle. Si vous avez vous-même senti votre corps vous trahir, faire des choses que votre esprit ne veut pas, alors vous comprenez l'enfer qui commençait pour cet enfant de 6 ans. Le diagnostic tomba 2 mois plus tard. Dans le cabinet du 3e neurologue qu'ils consultèrent, syndrome de Tourette, chronique, probablement à vie, pas de remède, seulement de la gestion. Antoine entendit ces mots et sentit le monde s'écrouler,
Lui, qui était le propriétaire de l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques de France. Lui, qui vendait des médicaments pour des centaines de maladies. Lui, qui avait accès aux meilleurs laboratoires et aux meilleurs chercheurs du pays, ne pouvait pas guérir son propre fils. L'ironie était si cruelle qu'elle ressemblait à une plaisanterie du destin. Isabelle pleura pendant des semaines. Antoine réagit de la seule façon qu'il connaissait, en achetant des solutions. Il engagea le meilleur neurologue de Paris, puis le meilleur de Lyon, puis un à Genève, puis un à Boston, en 3 ans. Théo avait été examiné par 8 neurologues différents, 5 psychologues spécialisés, 3 ergothérapeutes, 2 spécialistes du neurofeedback et un expert en médecine alternative qui factura 50 000 € pour un traitement qui ne servit à rien. Antoine dépensa plus de 2 millions d'euros pour essayer de réparer son fils, et chaque traitement raté l'éloignait davantage de Théo. Car chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas, Antoine avait l'impression d'avoir échoué. Et quand Antoine avait l'impression d'échouer, il se cachait dans le travail, il se cachait au bureau, il se cachait dans les chiffres, les contrats et les réunions qui duraient jusqu'à minuit. Isabelle ne tint plus. Le divorce survint quand Théo avait 9 ans. Elle dit à Antoine qu'elle ne pouvait plus vivre avec un homme qui aimait plus son entreprise que sa famille, qu'elle ne pouvait plus voir son fils souffrir pendant que son père était absent, qu'elle devait partir pour ne pas devenir folle. Antoine ne se battit pas. Il la laissa partir. Et il resta seul avec Théo dans cet immense château, qui ressemblait désormais à une tombe. Théo, quant à lui, avait changé. L'enfant brillant qui remportait des concours de mathématiques parlait désormais à peine. Les tics étaient devenus plus forts, plus fréquents, plus humiliants. À l'école, les autres enfants se moquèrent de lui, l'imitaient, faisaient les mêmes sons et mouvements pour le faire se sentir mal. Théo cessa de vouloir aller à l'école, cessa de vouloir sortir de sa chambre, cessa de vouloir vivre. Antoine engagea des tuteurs privés, engagea des infirmières, engagea qui que ce soit pour que Théo soit pris en charge pendant qu'il était au bureau. Mais aucun de ses employés ne restait plus de quelques mois. Les tics de Théo étaient trop intenses, les grognements, les mots involontaires, les mouvements brusques. C'était épuisant d'être près de lui. Et Théo le savait. Il savait qu'il était un fardeau. Il savait que personne ne voulait être avec lui. Jusqu'à ce que Marie-Luce arrive. Marie-Luce Dubois avait 45 ans lorsqu'elle sonna pour la première fois à la porte du château des Andrades. Elle venait de Bretagne, avec une petite valise et un accent qui trahissait ses origines modestes. Elle avait travaillé comme aide-soignante dans un hôpital public pendant 15 ans, avant d'émigrer en Bretagne, cherchant une meilleure rémunération. Elle n'avait pas de diplôme universitaire, pas de certification spéciale, rien qui la fasse sortir du lot sur un curriculum vitae. Mais elle avait quelque chose qu'Antoine n'avait pas vu lors de cette première entrevue, quelque chose que personne n'avait remarqué. Marie-Luce avait un secret. L'agence d'aide à domicile l'a envoyée comme une option parmi d'autres. Antoine l'a interviewée en 5 minutes, lui a posé 3 questions basiques et l'a embauchée parce qu'il avait besoin de quelqu'un de toute urgence et qu'elle pouvait commencer le lendemain. Son histoire ne l'intéressait pas. Il ne lui a pas demandé son passé. Il avait juste besoin de quelqu'un pour nettoyer la maison et préparer les repas. Rien de plus. Marie-Luce a commencé à travailler un lundi de mars. Son horaire était de 8 h du matin à 6 h du soir. Nettoyage général, lingerie, cuisine, des tâches simples. Une routine basique. Personne ne lui a demandé de faire quoi que ce soit d'autre. Mais lors de son 2e jour de travail, Marie-Luce a entendu quelque chose qui l'a arrêté net. Un son qui venait du 2e étage. Un grognement répétitif, suivi d'un coup. Et ensuite, un sanglot. Marie-Luce a monté les escaliers sans permission, a ouvert la porte de la chambre de Théo sans frapper, et a vu un enfant de 10 ans assis par terre, se cognant la tête contre le mur, pendant que des tics secouèrent son corps sans contrôle. N'importe quel autre employé aurait appelé Antoine, aurait appelé les urgences, serait sorti en courant, effrayé. Mais Marie-Luce n'a rien fait de tout ça. Marie-Luce s'est assise par terre, face à Théo. Elle n'a rien dit.
n'a pas essayé de l'arrêter, n'a pas essayé de le calmer avec des mots vides. Elle s'est juste assise là, en silence, respirant lentement, regardant l'enfant avec des yeux qui n'avaient ni peur, ni pitié. Ils avaient de la reconnaissance. Parce que Marilus connaissait ses tics, connaissait ses sons, connaissait cette souffrance, 15 ans auparavant. Marilus avait eu un neveu appelé Édouard, le fils de sa sœur cadette. Édouard avait aussi le syndrome de Gilles de la Tourette. Édouard était aussi brillant. Édouard souffrait aussi en silence, pendant que le monde se moquait de lui. Marilus avait essayé de l'aider, avait cherché des informations dans les bibliothèques, avait appris des techniques de respiration, avait créé un cahier avec des exercices de méditation pour enfants, adapté de livres qu'elle avait trouvés dans des brocantes. Elle avait passé des après-midi entiers assises avec Édouard, respirant ensemble, essayant de trouver des moments de paix au milieu du chaos. Mais Édouard est mort à 14 ans, un accident de vélo, un après-midi comme un autre. Il est parti sans que Marilus puisse faire tout ce qu'elle voulait faire pour lui. Il est parti en la laissant avec un cahier plein d'exercices qu'elle n'a jamais fini d'utiliser. Marilus a gardé ce cahier pendant 15 ans, l'a emmené avec elle de Bretagne. Elle l'avait dans sa petite valise le jour où elle est arrivée au château d'Antoine. Et maintenant, assise face à Théo, voyant les mêmes tics, écoutant les mêmes sons, ressentant la même douleur, Marilus a su pourquoi le destin l'avait amenée dans cette maison. Ce n'était pas pour nettoyer les sols, ce n'était pas pour préparer les repas. C'était pour terminer ce qu'elle avait commencé avec Édouard. Cet après-midi-là, Marilus a fait quelque chose que personne ne lui avait demandé. Après que Théo se soit calmé, après que les tics aient diminué par pur épuisement, Marilus a sorti le cahier de son sac, le même vieux cahier, avec les pages jaunies et le nom d'Édouard écrit sur la couverture au feutre bleu, et elle a demandé à Théo s'il voulait apprendre à respirer. Théo la regarda avec méfiance. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'il voulait, tout le monde lui disait quoi faire. Les médecins lui disaient de prendre des pilules. Les ergothérapeutes lui disaient de pratiquer des exercices. Son père lui disait d'être fort. Personne ne lui demandait, mais Marilus a demandé et a attendu. Et Théo, après un long silence, a acquiescé. Ce fut le jour 1. Antoine n'a rien su. Il était au bureau, comme toujours. Quand il est rentré à la maison ce soir-là, Marilus était déjà partie. Et Théo dormait. Tout semblait normal. Rien ne semblait différent. Mais quelque chose avait changé. Marilus a commencé à arriver 30 minutes avant son horaire. À 7h30, quand Antoine était déjà parti au travail, Marilus montait dans la chambre de Théo. Ils s'asseyaient par terre, l'un en face de l'autre, et respiraient, au début. Théo ne tenait que 2 minutes avant qu'un tic n'interrompe tout. 2 minutes de paix. 120 secondes sans que son corps ne le trahisse. C'était peu. Mais c'était quelque chose. Marilus notait tout dans le cahier. Jour 1, 2 minutes. Jour 2, 2 minutes et demie. Jour 3, 1 minute et 40 secondes, parce que Théo était stressé par un examen. Les chiffres n'augmentaient pas toujours. Parfois, ils diminuaient. Parfois, Théo avait des jours si mauvais qu'il ne pouvait même pas fermer les yeux. Mais Marilus n'a jamais abandonné, n'a jamais cessé de venir, n'a jamais dit à Théo qu'il était en train d'échouer. Et après 1 mois, quelque chose s'est produit. Antoine a trouvé le cahier, pas en le cherchant. Non, il l'a trouvé par accident, dans la cuisine, sous un torchon. Il l'a ouvert sans réfléchir, espérant voir des recettes ou des listes de courses. Mais ce qu'il a vu l'a confondu. Il y avait des noms d'exercices. Respiration 4-7-8. Visualisation du lac tranquille. Comptage à rebours avec les doigts. Et à la fin de chaque page, il y avait des annotations avec des dates et des durées. Jour 15, 4 minutes. Jour 20, 5 minutes. Jour 25, 6 minutes avec sourire. Antoine n'a pas compris. Il a pensé que c'était une sorte de journal intime de Marilus. Il l'a laissé où il l'avait trouvé et n'a rien demandé. Ce fut sa première erreur, parce que s'il avait demandé, il aurait découvert bien plus tôt ce qui se passait dans sa propre maison. Il aurait découvert que pendant qu'il dépensait des millions en spécialistes qui ne servaient à rien,
Une aide à domicile faisait ce qu'aucun de ses experts n'avait pu faire. Elle donnait à son fils quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, du temps. Les mois ont passé, et Marie-Luce n'a jamais failli. Pas un seul jour. Pluie, froid, chaleur, maladie. Marie-Luce arrivait à 7h30 du matin et montait directement dans la chambre de Théo. 30 minutes, tous les jours, sans exception. Que feriez-vous si vous saviez que quelqu'un prend soin de la personne que vous aimez le plus, sans que vous le sachiez, sans rien vous demander en échange, sans attendre de reconnaissance? Pensez à ça, parce que c'est exactement ce qui se passait dans cette maison. Théo a commencé à changer, pas du jour au lendemain, pas comme dans les films où tout se résout dans une scène émouvante. Non, le changement était lent, presque invisible. Mais il était là. Le premier signe a été le petit déjeuner. Un mardi de mai, à 8h du matin, Antoine prenait un café dans la cuisine avant de partir au travail. C'était sa routine habituelle. Café noir, 2 toasts. Vérifier ses emails sur son téléphone. Il ne s'attendait à rien de différent. Mais ce mardi-là, quelque chose de différent s'est passé. Théo est descendu dans la cuisine, seul, sans que personne ne l'appelle, sans que personne ne l'oblige. Antoine faillit s'étrangler avec son café. Théo ne descendait plus prendre son petit déjeuner depuis plus d'1 an. Il préférait manger dans sa chambre, loin des regards, loin de la honte de voir son père le regarder avoir des tics en mangeant. Mais ce matin-là, Théo s'assit à la table de la cuisine, regarda son père et dit « bonjour ». 2 mots, rien de plus. Mais pour Antoine, ce fut comme entendre son fils parler pour la première fois depuis des années. Les tics étaient toujours là. Théo secouait toujours la tête. Il émettait toujours des sons gutturaux. Il clignait toujours des yeux de façon compulsive. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qu'Antoine n'avait pas vu depuis longtemps. L'espoir. Antoine ne savait pas d'où venait ce changement. Il pensa que peut-être les nouvelles pilules fonctionnaient. Il pensa que peut-être le temps aidait. Il pensa 1000 choses. Moins la vérité. Et Marie-Luce, pendant ce temps, continuait d'arriver tôt, continuait de monter dans la chambre de Théo, continuait de respirer avec lui. Le cahier de Marie-Luce avait maintenant plus de 100 pages de notes. Chaque jour, un registre. Chaque séance, un numéro. Jour 50, 8 minutes sans tic. Jour 60, 9 minutes. Jour 70, retour à 5 minutes parce que Théo avait rêvé de sa mère et s'était réveillé en pleurant. Jour 80, récupération à 7 minutes. Jour 90, 10 minutes. Un nouveau record. Marie-Luce ne racontait cela à personne. Elle ne le disait pas à Antoine. Elle ne le disait pas à l'agence de placement. Elle ne le disait même pas à sa propre famille. C'était un secret entre elle et Théo, un pacte silencieux que ni l'un ni l'autre ne voulaient rompre. Mais les secrets dans les grands châteaux ont une façon de se révéler. Antoine, obsédé par la sécurité de son château, avait installé des caméras dans toute la maison il y a des années. Des caméras à l'entrée, dans le jardin, dans le couloir principal. Il ne les vérifiait jamais. Il les avait par précaution, au cas où il y aurait un jour un cambriolage ou un accident. L'entreprise de sécurité lui envoyait un résumé mensuel qu'il ne lisait jamais. Mais un dimanche de juillet, Antoine cherchait quelque chose sur son ordinateur et ouvrit par erreur le dossier des enregistrements de sécurité. Il était sur le point de le fermer quand il vit quelque chose d'étrange. Un enregistrement du couloir du 2e étage, horodaté à 7h45 du matin un vendredi. Sur l'enregistrement, Marie-Luce montait les escaliers avec quelque chose à la main, un cahier, et entrait dans la chambre de Théo. Antoine fronça les sourcils. Que faisait Marie-Luce dans la chambre de son fils à cette heure-là? Il ne lui avait pas demandé de s'occuper de Théo. Il lui avait demandé de nettoyer et de cuisiner, rien de plus. Il ouvrit un autre enregistrement, un autre jour, même heure. Marie-Luce montant les escaliers, Marie-Luce entrant dans la chambre de Théo, Marie-Luce sortant 30 minutes plus tard avec le cahier à la main. Antoine ouvrit 10 enregistrements de plus, 20, 30. Tous montraient la même chose. Marie-Luce entrant dans la chambre de Théo chaque matin
avant qu'Antoine ne parte au travail. Chaque matin, pendant des mois. La première réaction d'Antoine fut la suspicion. Que faisait cette femme avec son fils? Pourquoi personne ne lui avait rien dit? Pourquoi Théo ne lui avait pas raconté? Mais après la suspicion, vint la curiosité. Et après la curiosité, vint la décision de découvrir la vérité. Antoine planifia tout avec soin. Il n'allait pas confronter Marilus directement. Il n'allait pas demander à Théo. Il allait voir de ses propres yeux ce qui se passait dans cette chambre. Le lendemain, Antoine quitta la maison à 7 heures du matin comme d'habitude. Mais il n'alla pas au bureau. Il gara sa voiture à 3 pâtés de maison du château et attendit. À 7h25, il vit le bus public s'arrêter au coin de la rue. Il vit Marilus descendre avec son sac habituel. Il vit comment elle marchait vers la maison à pas rapides. Antoine attendit 5 minutes de plus. Ensuite, il retourna au château. Il entra par la porte de service, celle qu'utilisait le jardinier. Il monta les escaliers de derrière, ceux que personne n'utilisait, et marcha en silence dans le couloir du 2e étage jusqu'à la porte de la chambre de Théo. La porte était fermée, mais pas à clé. Antoine posa la main sur la poignée. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il avait peur de ce qu'il allait trouver. Il avait peur de découvrir quelque chose de mauvais. Il avait peur que son fils soit en danger. Mais il avait aussi peur d'autre chose. Il avait peur de découvrir que quelqu'un faisait pour son fils ce qu'il n'avait jamais pu faire. Il tourna la poignée. Il ouvrit la porte. Et ce qu'il vit le laissa sans voix. Marilus était assise sur le sol de la chambre de Théo. Elle avait les jambes croisées, les mains sur les genoux, les yeux fermés. Elle respirait lentement, profondément, avec un rythme qui semblait calculé. Face à elle, à moins d'1 mètre de distance, était Théo, dans la même position, jambes croisées, mains sur les genoux, yeux fermés, respirant au même rythme que Marilus. Et ce n'était pas le plus choquant. Le plus choquant était le silence, la chambre de Théo, qui était normalement remplie de sons involontaires, de tics, de grognements, de mouvements brusques, était complètement silencieuse. Il n'y avait pas de secousse de la tête. Il n'y avait pas de clignement compulsif. Il n'y avait pas de haussement d'épaules. Théo était immobile, complètement immobile, comme si le syndrome de Tourette avait disparu. Antoine ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il resta paralysé dans la porte, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, sans pouvoir faire autre chose que regarder son fils dans un état de paix qu'il n'avait pas vu depuis 6 ans. Les secondes passèrent. 1, 2, 5, 10, 20, 30 secondes de silence absolu. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, sans un seul tic. Antoine sentait les larmes s'accumuler dans ses yeux. Il ne pouvait pas comprendre comment c'était possible. Il avait dépensé 2 millions d'euros dans les meilleurs spécialistes du monde. Il avait essayé tous les traitements, toutes les thérapies, tous les médicaments, et aucun n'avait réussi ce qu'il voyait à ce moment-là. Une employée de maison assise sur le sol, respirant avec son fils, avait réussi plus en quelques mois que tous les experts en années. La culpabilité commença à frapper Antoine comme des vagues contre un rocher. Combien de fois était-il rentré tard à la maison? Combien de fois avait-il ignoré Théo? Combien de fois avait-il pensé que l'argent pouvait tout résoudre? Combien de fois avait-il été si aveugle? Marilus ouvrit les yeux la première, et quand elle vit Antoine debout dans la porte, avec des larmes sur les joues, elle ne s'effraya pas, elle ne s'excusa pas, elle n'essaya pas d'expliquer quoi que ce soit. Elle sourit seulement, un sourire qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Théo ouvrit les yeux quelques secondes plus tard, et quand il vit son père pleurer, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il se leva, il marcha vers Antoine, et il l'embrassa. Ces câlins dura plus de 3 minutes. Antoine ne pouvait pas arrêter de pleurer, Théo non plus. Et Marilus, assise par terre, son vieux cahier entre les mains, les observait, les yeux humides, parce qu'elle savait ce que ce moment signifiait. Elle savait qu'Édouard, là où il était, voyait ça. Elle savait que le cahier, qu'elle avait gardé pendant 15 ans, avait finalement rempli son but. Et elle savait que ce n'était que le commencement. Quand l'étreinte se termina,
Antoine s'assit. Par terre, à côté de Marilus. Théo s'assit entre les deux, et pour la première fois en 6 ans, ils parlèrent tous les trois. Antoine demanda à Marilus ce qui se passait. Marilus lui raconta tout. Elle lui raconta Édouard. Elle lui raconta le cahier. Elle lui raconta les matins de méditation. Elle lui raconta les jours de progrès et les jours de régression. Elle lui raconta les annotations, les temps, les petits miracles que personne d'autre n'avait vus. Antoine écoutait en silence, sentant chaque parole de Marilus, comme un coup à son ego de père. Il avait engagé les meilleurs. Il avait dépensé des millions d'euros. Il avait fait tout ce que l'argent pouvait acheter, et cela avait été complètement inutile, parce que ce dont Théo avait besoin, ce n'était pas d'argent. Ce n'était pas de spécialiste. Ce n'était pas de traitement de dernière génération. Ce dont Théo avait besoin, c'était de présence, c'était de patience. C'était quelqu'un qui s'assiérait avec lui tous les jours, sans attendre rien, sans jamais abandonner, sans le juger pour ses tics. Ce dont Théo avait besoin, c'était d'amour, et Marilus le lui avait donné, gratuitement, sans rien demander, sans que personne ne le lui ordonne. Antoine regarda Marilus et lui posa la question qui le brûlait de l'intérieur. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi t'intéresses-tu à mon fils? Pourquoi dédies-tu ton temps à quelqu'un qui n'est pas de ta famille ?» Marilus le regarda avec ses yeux marrons qui avaient vu tant de souffrance et tant d'espoir. Et elle lui répondit avec une seule phrase. « Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi quand j'en avais besoin. Et parce que je n'ai pas pu terminer de le faire pour Édouard, Antoine ne comprit pas tout à fait, mais il comprit suffisamment. Il comprit que Marilus n'était pas là pour l'argent. Elle n'était pas là pour le travail. Elle était là parce que le destin l'avait mise face à un enfant qui avait besoin exactement de ce qu'elle pouvait donner, et cela était plus précieux que n'importe quel chèque qu'Antoine pourrait signer. Ce soir-là, Antoine arriva tard au bureau, pour la première fois depuis des années. Il arriva tard parce qu'il était resté à la maison, assis avec Théo, écoutant des histoires sur les séances de méditation, écoutant comment Marilus lui apprenait à respirer, écoutant comment Théo avait trouvé des moments de paix qu'il croyait impossibles. Et en écoutant, Antoine prit une décision, il allait apprendre. Le lendemain, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait pas fait de toute sa vie adulte. Il se réveilla tôt, mais pas pour aller au bureau. Il se réveilla tôt pour s'asseoir par terre dans la chambre de son fils, à côté de Marilus, et apprendre à méditer. Si vous écoutez ceci, et que vous avez déjà dû reconnaître que quelqu'un sans titre, sans argent, sans prestige, en sait plus que vous sur quelque chose d'important, alors vous savez combien ce moment fut difficile pour Antoine. Il était Antoine Andrade Fuentes, PDG d'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques de France, homme d'affaires, preneur de décisions, habitué à donner des ordres, pas à en recevoir. Et maintenant, il était assis par terre, les jambes croisées maladroitement, essayant d'apprendre des techniques de respiration d'une femme de ménage bretonne. Mais il le fit. Marilus lui enseigna l'exercice de base. Respiration 4-7-8. Inspirer en comptant jusqu'à 4. Retenir en comptant jusqu'à 7. Expirer en comptant jusqu'à 8. Simple, mais puissant. Antoine essaya, et échoua, et essaya. À nouveau, et échoua à nouveau. Son esprit ne pouvait pas rester tranquille. Il pensait au bureau, il pensait au contrat, il pensait à tout, sauf à respirer. Mais Marilus ne le jugea pas, elle ne s'impatienta pas. Elle continua simplement à le guider avec cette voix calme qui semblait venir d'un autre monde. Et après 20 minutes de tentatives infructueuses, Antoine réussit à compléter un cycle complet, 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration. Quand il ouvrit les yeux, Théo le regardait, et il souriait. C'était la première fois qu'Antoine voyait son fils sourire depuis des mois. Les semaines qui suivirent furent les plus transformatrices de la vie d'Antoine Andrade. Chaque matin, avant le travail, il s'asseyait avec Marilus et Théo. 30 minutes de méditation, 30 minutes de silence, 30 minutes d'être présent,
Au début, Antoine avait l'impression de perdre son temps. Son cerveau d'entrepreneur calculait combien de millions d'euros il pourrait gagner pendant ces 30 minutes. Mais après la deuxième semaine, quelque chose changea. Antoine commença à sentir la paix, une paix qu'il n'avait pas ressentie. Depuis des décennies, une paix qui ne venait pas de conclure un accord, ni de gagner de l'argent, ni d'acheter des choses chères, une paix qui venait de simplement être là, respirant, à côté de son fils. Et Théo aussi changea. Les tics ne disparurent pas. Le syndrome de Tourette ne guérit pas. Ce serait mentir. Mais les moments de calme se firent plus longs. Les périodes sans tics s'étendirent. Et, le plus important, Théo commença à se sentir moins seul. Parce que maintenant, il avait 2 personnes qui méditaient avec lui chaque matin. 2 personnes qui ne le jugeaient pas. 2 personnes qui étaient là, présentes, sans attendre rien d'autre que de partager ces minutes de paix. Le cahier de Marie-Luce continuait d'accumuler des annotations. Jour 200. Théo a tenu 20 minutes sans. Tic. Jour 250, 25 minutes. Jour 300, 30 minutes. Jour 350, 35 minutes. Un nouveau record. Mais il y avait quelque chose que Marie-Luce n'avait pas raconté à Antoine. Quelque chose qu'elle gardait pour elle. Quelque chose que seule elle savait. Marie-Luce était malade. Elle était allée chez le médecin, 3 mois auparavant. Douleur dans la poitrine, fatigue constante, manque d'air. Le diagnostic fut rapide et dévastateur. Problème cardiaque, elle avait besoin d'une opération, elle avait besoin de repos, elle avait besoin d'arrêter de travailler. Mais Marie-Luce ne pouvait pas arrêter de travailler, pas maintenant, pas quand Théo était si proche de quelque chose qui semblait impossible, pas quand le cahier d'Édouard remplissait enfin son but. Alors Marie-Luce cacha le diagnostic, continua à arriver tôt, continua à monter les escaliers, continua à s'asseoir par terre, pour respirer avec Théo. Chaque matin était un effort, chaque échelon était une bataille. Mais Marie-Luce n'abandonna pas, parce qu'elle savait quelque chose, que personne d'autre ne savait. Elle savait que le jour 400 était proche. Et elle savait que ce jour-là, si tout se passait bien, Théo allait réussir quelque chose qu'aucun des neurologues à 2 millions d'euros n'avait pu prédire. 1 heure complète sans tic, 60 minutes de paix absolue. Marie-Luce l'avait calculé. Elle avait vu le schéma dans les chiffres. Tous les 100 jours, Théo doublait son temps de calme. 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 16 minutes, 30 minutes. Et si la tendance se maintenait, ça, le jour 400 serait celui où Théo franchirait la barrière des 60 minutes. Mais pour que cela arrive, Marie-Luce devait être là. Elle devait guider Théo ce jour-là. Elle devait achever ce qu'Édouard n'avait pas pu accomplir. Et elle était prête à risquer sa santé pour y parvenir. Le jour 399. Marie-Luce sentit une douleur aiguë dans la poitrine en montant les escaliers. Elle s'arrêta dans le couloir, respirant difficilement, essayant de faire passer la douleur. Théo l'attendait dans sa chambre. Antoine était déjà parti au travail. Marie-Luce ferma les yeux et pensa à Édouard. Elle pensa à cet enfant qu'elle n'avait jamais pu aider. Elle pensa à toutes ces matinées passées avec lui, à respirer, à méditer, à chercher des moments de paix. Elle pensa à l'accident qui l'avait emporté. Elle pensa aux 15 années pendant lesquelles elle avait gardé ce carnet, attendant une seconde chance. Et elle pensa à Théo, à cet enfant qui ressemblait tellement à Édouard, à ce sourire qui avait commencé à apparaître après des années de tristesse, à ses yeux qui avaient maintenant de l'espoir au lieu de désespoir. Marie-Luce ouvrit les yeux. La douleur était passée. Elle remit son uniforme en place et continua à monter les escaliers. Demain serait le jour 400. Demain serait le jour du miracle. Le jour 400 se leva différent. Marie-Luce le sentit dès qu'elle ouvrit les yeux dans son petit appartement à l'autre bout de la ville. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Comme si l'univers savait que ce jour était spécial. Elle s'habilla avec soin. Elle mit son uniforme bleu habituel. Elle se regarda dans le miroir et vit les cernes que la fatigue avait laissées. Elle vit les rides que le stress avait creusées.
Elle vit les yeux fatigués d'une femme de 47 ans qui avait vécu plus que beaucoup en vivent en 80. Mais elle vit aussi de la détermination. Elle vit un but. Elle vit le visage de quelqu'un qui n'allait pas abandonner aujourd'hui. Marilus prit le bus habituel, descendit au coin de rue habituel, marcha vers le château habituel. Mais en marchant, elle pensa à quelque chose auquel elle n'avait pas pensé depuis longtemps. Elle pensa à ce qui se passerait si elle n'était plus là demain. Ce n'était pas une pensée morbide, c'était une pensée pratique. Marilus savait que son cœur faiblissait. Elle savait que l'opération dont elle avait besoin était chère et qu'elle n'avait pas d'assurance maladie. Elle savait que chaque jour qui passait sans traitement était un jour de plus près de l'inévitable. Mais elle savait aussi qu'aujourd'hui était le jour 400 et que Théo avait besoin d'elle. Elle arriva au château à 7h20, 5 minutes plus tôt que d'habitude. Elle entra par la porte de service, monta les escaliers lentement, sentant que chaque marche lui coûtait un peu plus qu'hier. Quand elle arriva dans la chambre de Théo, le garçon était déjà réveillé. Il était assis par terre, dans la position habituelle, l'attendant. Marilus sourit. Ce sourire que seule elle et Théo comprenaient. Ce sourire qui en disait plus que 1000 mots. Elle s'assit en face de lui, sortit le carnet de son sac, l'ouvrit à une page blanche et écrivit d'une écriture tremblante. Jour 400. Théo la regarda avec ses yeux qui avaient tellement changé ces derniers mois. Ce n'étaient plus les yeux d'un enfant effrayé. C'étaient les yeux d'un enfant qui avait trouvé quelque chose qu'il croyait perdu. Quelque chose qui s'appelle la foi. Marilus commença à guider la méditation. Fermer les yeux, relâcher les épaules, sentir le poids du corps contre le sol. Respirer. Théo suivit les instructions. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration, encore et encore, sans hâte, sans pression, seulement la respiration. Les minutes commencèrent à passer. 1, 2, 3, 5, 10. Théo était immobile, sans tic, sans son, sans mouvements involontaires, seulement la paix. 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Marilus ouvrit les yeux une seconde pour regarder Théo. Et ce qu'elle vit la fit retenir sa respiration. Théo pleurait. Mais pas de tristesse. Il pleurait de soulagement. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il gardait les yeux fermés. Alors qu'il continuait à respirer. Alors que son corps refusait de faire les mouvements qui l'avaient tourmenté pendant 6 ans. 30 minutes. 35 minutes. 40 minutes. Marilus sentit à nouveau la douleur dans la poitrine, plus forte cette fois. Mais elle ne bougea pas. Elle n'ouvrit pas les yeux. Elle n'interrompit pas la séance. Elle continua simplement à respirer. Guidant Théo avec son rythme, le soutenant par sa présence. 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes. Si vous n'avez jamais senti que quelqu'un vous soutenait sans vous toucher, que quelqu'un prenait soin de vous sans rien dire, que quelqu'un vous aimait sans rien vous demander en retour, alors vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passait dans cette pièce. Mais si vous l'avez senti, si quelqu'un vous a déjà fait ce cadeau, alors vous savez exactement ce que Théo vivait. 58 minutes, 59 minutes, 60 minutes, 1 heure. Théo était resté 1 heure complète sans un seul tic. Marilus ouvrit les yeux. Les larmes coulaient sur son visage. La douleur dans la poitrine était insupportable maintenant, mais elle s'en fichait, parce qu'elle avait réussi. Ce qu'elle n'avait pas pu faire avec Édouard, elle l'avait accompli avec Théo. Le carnet avait rempli son objectif. Théo ouvrit les yeux et la regarda. Et à ce moment-là, quelque chose se passa. Quelque chose qu'aucun des deux n'attendait. Théo parla, mais pas avec sa voix entrecoupée habituelle, pas avec les tics interrompant chaque mot. Il parla avec clarté, avec calme, avec une voix que Marilus n'avait jamais entendue. Il dit un seul mot, un mot qui résumait tout. « Merci ». Marilus voulut répondre. Elle voulut lui dire qu'il n'avait pas à la remercier. Elle voulut lui dire que c'était elle qui devait être reconnaissante. Elle voulut lui dire tant de choses. Mais la douleur dans la poitrine devint trop forte. Et Marilus s'effondra sur le sol. Théo cria, courut vers elle, la secoua en essayant de la réveiller. Mais Marilus ne répondait pas.
Ses yeux étaient fermés. Sa respiration était faible. Son cœur, ce cœur qui avait tant travaillé pendant 400 jours, avait finalement dit stop. L'ambulance arriva en 8 minutes. Antoine, qui avait reçu l'appel de Théo au bureau, arriva en 10. Quand il entra dans la chambre de son fils, il vit Marie-Luce sur une civière, reliée à des moniteurs, pendant que les ambulanciers la préparaient à la transporter. Et il vit Théo, assis par terre, avec le carnet de Marie-Luce dans les mains, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Antoine s'agenouilla à côté de son fils, le prit dans ses bras, et Théo, entre deux sanglots, lui dit quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais. 1 heure. « Papa, j'ai tenu 1 heure sans tic. Marie-Luce m'a aidé à y arriver. Et maintenant elle est en train de mourir. » Antoine regarda vers la civière où Marie-Luce était soignée. Il regarda cette femme qui était entrée dans sa vie comme employée et était devenue quelque chose qui n'avait pas de nom. Ce n'était pas de la famille. Ce n'était pas une amie. C'était autre chose. Quelque chose que la langue française peine à décrire. Antoine prit une décision à cet instant. Une décision qui allait tout changer. Il s'approcha de l'ambulancier et lui demanda à quel hôpital elle était emmenée. « À l'hôpital public, monsieur. C'est ce que couvre votre assurance. » Antoine secoua la tête. « Non. Emmenez-la à l'hôpital Saint-Joseph. Je paierai tout. » L'ambulancier le regarda confus. Mais Antoine était déjà en train de sortir son téléphone. Il appela son assistant. Il lui ordonna de contacter le meilleur cardiologue de France. Il lui ordonna de réserver la meilleure chambre de l'hôpital privé. Il lui ordonna de ne reculer devant rien. Parce que si Marie-Luce avait passé 400 jours de sa vie à s'occuper de son fils sans rien attendre en retour, il allait dépenser ce qu'il faudrait pour la sauver. L'argent allait finalement servir à quelque chose qui en valait la peine. Vraiment la peine. L'opération de Marie-Luce dura 6 heures. 6 longues heures, pendant lesquelles Antoine et Théo attendirent dans la salle d'attente de l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital privé le plus cher de Paris. 6 heures de silence, de peur, de prière que ni l'un ni l'autre ne savaient qu'ils se souvenaient encore. Théo n'eut pas un seul tic pendant ces 6 heures. Pas parce que le syndrome de Gilles de la Tourette avait disparu, mais parce qu'il utilisait tout ce que Marie-Luce lui avait appris. Chaque fois qu'il sentait que les tics allaient à commencer, il fermait les yeux. Il respirait pendant 4 secondes. Il retenait sa respiration pendant 7 secondes. Il expirait pendant 8 secondes. Et les tics se calmaient. Antoine le regardait avec étonnement. Son fils, cet enfant qui avait tant souffert, était en train de contrôler quelque chose que 8 neurologues avaient dit impossible à contrôler. Il était en train de faire l'impossible. Et il le faisait grâce à une femme de ménage qui luttait maintenant pour sa vie dans un bloc opératoire. Le médecin sortit à 15 heures. Son expression était sérieuse, mais pas désespérée. L'opération avait été un succès, dit-il. Marie-Luce avait eu un infarctus mineur pendant le malaise, mais ils avaient réussi à réparer les dégâts. Elle aurait besoin de semaines de récupération. Elle aurait besoin de médicaments à vie, mais elle allait vivre. Antoine sentit ses jambes flancher. Il s'appuya contre le mur et respira profondément. Le soulagement était si grand qu'il en était presque douloureux. Théo courut vers le médecin et lui demanda s'il pouvait la voir. Le médecin dit que oui, mais seulement quelques minutes. Quand Théo entra dans la chambre de Marie-Luce, elle était éveillée, faible, pâle, connectée à des machines qui bipaient et à des tubes qui se croisaient, mais éveillée. Et quand elle vit Théo entrer, elle sourit. Ce sourire, ce maudit sourire qui avait tout changé. Théo s'approcha du lit lentement. Il avait quelque chose dans les mains. Le cahier de Marie-Luce. Le même vieux cahier avec les pages jaunies et le nom d'Édouard sur la couverture. Théo s'assit sur la chaise à côté du lit. Il ouvrit le cahier à la dernière page écrite, jour 400. Et en dessous, de sa propre écriture, il avait écrit quelque chose, 1 heure complète. Nous avons réussi. Marie-Luce regarda ces mots, et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de douleur, pas de peur. Elle pleura de joie. Elle pleura de gratitude. Elle pleura parce que, finalement,
après 15 ans, à porter la culpabilité de ne pas avoir pu aider Édouard. Elle avait réussi à terminer ce qu'elle avait commencé. Théo la regarda et lui dit quelque chose que personne d'autre n'entendit. Quelque chose qui resta entre eux deux, comme tant de choses étaient restées entre eux deux pendant ces 400 jours. Marilus lui répondit à voix basse, si basse que même les machines ne l'enregistrèrent pas. Personne ne sait exactement ce qu'ils se dirent. Mais quand Théo sortit de cette chambre, il y avait quelque chose de différent en lui. Une paix qui allait au-delà de la méditation. Une paix qui venait de savoir qu'il avait trouvé quelqu'un qui le comprenait complètement. Quelqu'un qui avait vécu la même chose. Quelqu'un qui savait ce que c'était de vivre dans un corps qui n'obéissait pas. Antoine entra après. Il s'assit sur la même chaise où Théo s'était assis. Et il regarda Marilus avec des yeux qui ne savaient pas comment exprimer tout ce qu'il ressentait. « Marilus, dit Antoine, je ne sais pas comment vous remercier. » Marilus le regarda avec ses yeux marrons qui avaient tant vu. Et elle lui répondit avec cette voix faible mais ferme qui la caractérisait. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur Antoine. C'est moi qui devrais vous remercier. Théo m'a donné quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. » Antoine fronça les sourcils. « Que vous a donné Théo ?» Marilus sourit. « Est-ce une seconde chance ?» Et alors Marilus raconta à Antoine l'histoire complète. L'histoire que Théo connaissait déjà, mais qu'Antoine n'avait jamais écoutée en détail. L'histoire d'Édouard. « Édouard était le fils de ma sœur, » commença Marilus. « Il est né en Bretagne, dans un petit village qui ne figure même pas sur les cartes. C'était un enfant magnifique, intelligent, joyeux. Mais quand il a eu 7 ans, les tics ont commencé. » Marilus fit une pause. Le souvenir était encore douloureux, même après tant d'années. Dans le village, il n'y avait pas de médecin qui savait ce que c'était. Il pensait qu'il était possédé. Il pensait que c'était une punition de Dieu. Ma sœur l'a emmené voir un guérisseur qui lui a fait des rituels qui n'ont servi à rien. Édouard souffrait, et personne ne savait comment l'aider. Antoine écoutait en silence. Pour la première fois, il comprenait pourquoi Marilus avait connecté si profondément avec Théo. « J'ai travaillé dans un hôpital à Rennes, » continua Marilus. « Là, j'ai entendu parler pour la première fois du syndrome de Gilles de la Tourette. J'ai dit à ma sœur d'emmener Édouard en ville, mais elle n'avait pas d'argent. Alors je l'ai emmené. J'ai payé les consultations avec mes économies. Je l'ai accompagné chez les médecins. » Marilus regarda vers le plafond, comme si elle pouvait voir le passé projeté là. Le diagnostic a été le même que celui de Théo. Syndrome de Gilles de la Tourette chronique. Sans guérison. Seulement de la gestion. Mais à Rennes, il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas d'ergothérapeute. Il n'y avait rien. Alors j'ai commencé à chercher par moi-même. J'ai trouvé des livres dans les bibliothèques. J'ai trouvé des articles dans de vieux journaux. J'ai trouvé des techniques de méditation que personne n'utilisait pour le syndrome de Gilles de la Tourette, mais que je pensais pourrait t'aider. Marilus montra du doigt le cahier qui était toujours sur la table de chevet. « Ce cahier, dit-elle. Ce cahier, je l'ai fait pour Édouard. Chaque exercice, chaque technique, chaque annotation, tout était pour lui. Nous avons passé des mois à méditer ensemble. Et ça a marché. Les tics d'Édouard ont commencé à diminuer. Ils n'ont pas disparu, mais ils sont devenus plus gérables. » Édouard a recommencé à sourire. Antoine sentait une boule dans la gorge. Il savait déjà comment cette histoire se terminait, mais il avait besoin de l'entendre. « Nous avions un plan, » continua Marilus. « Nous allions continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'Édouard puisse contrôler les tics pendant de longues périodes. J'avais calculé que dans 1 an, peut-être 2, il pourrait rester 1 heure complète sans tics, 1 heure de paix. C'était notre objectif. » Marilus ferma les yeux. Les larmes commencèrent à couler. Mais Édouard est mort 3 mois avant que nous puissions y parvenir. Un accident de vélo. Un après-midi d'août. Il est parti et m'a laissé avec un cahier rempli d'exercices que nous n'avons jamais fini d'utiliser. Antoine ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour une telle douleur. J'ai gardé ce carnet 15 ans, dit Marilus en ouvrant les yeux. 15 ans à porter le fardeau de n'avoir pas pu terminer ce que j'avais commencé. 15 ans à me demander ce qui se serait passé si Édouard avait vécu un peu plus longtemps. 15 ans à attendre une seconde chance que je pensais ne jamais voir arriver.
Marilus regarda Antoine droit dans les yeux. Et puis je suis arrivé chez vous. Ah oui, j'ai rencontré Théo. Et quand je l'ai vu la première fois avec ses tics dans sa chambre, pleurant de frustration, j'ai su qu'Édouard me l'avait envoyé. J'ai su que c'était ma seconde chance. J'ai su que je devais terminer ce que j'avais commencé. Antoine sentit les larmes couler sur ses propres joues. Il ne les essuya pas. Il laissa faire. Le 400e jour, dit Marilus. Aujourd'hui, Théo a tenu 1 heure entière sans tic. Nous avons fait ce qu'Édouard et moi n'avions pas pu faire. Nous avons rempli le carnet. J'ai donné à Théo quelque chose que personne d'autre ne pouvait lui donner. Et ça, monsieur Antoine, ça vaut plus que n'importe quelle opération. Ça vaut plus que n'importe quel hôpital privé. Ça vaut plus que tous les millions que vous avez à la banque. Antoine resta silencieux pendant un long moment, à tout assimiler, à comprendre enfin pourquoi cette femme avait consacré 400 jours de sa vie à son fils sans rien demander en retour. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas une bonté générique, c'était quelque chose de plus profond. C'était la rédemption. C'était la clôture d'un cycle resté ouvert pendant 15 ans. C'était honorer la mémoire d'un enfant parti trop tôt, en donnant à un autre enfant ce qu'il n'avait jamais pu avoir. Antoine se leva de sa chaise. Il s'approcha de Marilus et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec une employée de toute sa vie. Il lui prit la main. « Marilus, » dit Antoine d'une voix tremblante, « je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour Théo. Je ne sais pas comment vous dédommager pour les 400 jours que vous m'avez donnés de mon fils. Je ne sais pas comment vous payer pour lui avoir enseigné quelque chose que 8 neurologues à 2 millions d'euros n'ont pas pu lui enseigner. » Marilus secoua la tête. « Je ne veux pas d'argent, monsieur Antoine. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent. » Antoine acquiesça. « Je le sais. Et c'est précisément pour ça que je veux faire quelque chose pour vous. Quelque chose qui pourrait peut-être vous aider. » Il sortit son téléphone de sa poche, chercha quelque chose, et montra l'écran à Marilus. C'était une photo, une vieille photo, jaunie, ridée sur les bords. C'était la photo d'Édouard. Marilus perdit son souffle. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Théo me l'a donné, » répondit Antoine. « Il l'a trouvé dans votre sac le jour où vous vous êtes évanoui. Il la garde sur lui depuis. Il dit qu'il lui ressemble. » Marilus regarda la photo. Édouard a 12 ans, avec son sourire habituel, avec ses yeux pleins d'espoir, avec cette expression d'enfant qui croyait encore que le monde pouvait être bon. « Il ressemble à Théo, » murmura Marilus. « J'ai toujours pensé qu'ils se ressemblaient. » Antoine acquiesça. « Théo veut en savoir plus sur Édouard. Il veut connaître l'histoire complète. Il veut savoir qui était l'enfant qui a inspiré le carnet qui a changé sa vie. » Marilus regarda Antoine avec surprise. Il n'avait jamais montré d'intérêt pour autre chose que son travail. Il n'avait jamais posé de questions sur la vie personnelle de personne. Et maintenant il était là, tenant sa main, posant des questions sur un neveu mort qu'il n'avait jamais connu. « Que s'est-il passé ?» pensa Marilus. « Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme ?» Antoine, comme s'il lisait dans ses pensées, sourit. « Vous m'avez appris quelque chose, Marilus. Vous m'avez appris que l'argent ne peut pas acheter ce qui compte. Vous m'avez appris qu'être présent vaut plus que n'importe quel traitement coûteux. Vous m'avez appris que parfois, les personnes les plus simples ont les réponses que les experts ne peuvent pas trouver. » Il fit une pause. « Et vous m'avez appris que mon fils n'a pas besoin d'être guéri. Il a besoin d'être accompagné. » Marilus sentit les larmes revenir. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. C'étaient des larmes de gratitude pour être arrivé dans cette maison, pour avoir rencontré Théo, pour avoir eu l'opportunité de terminer ce qu'elle avait commencé il y a 15 ans. « Il y a autre chose, » dit Antoine. « Quelque chose que je veux que vous sachiez. » Marilus attendit. « Je ne veux plus que vous travailliez comme femme de ménage chez moi, » dit Antoine. Le cœur de Marilus se serra. Après tout ça, il allait la renvoyer. Mais Antoine continua. « Je veux que vous restiez avec nous, mais pas comme employé, comme membre de la famille. » Marilus ne comprit pas. « Comme membre de la famille, » répéta-t-elle. Antoine acquiesça. « Théo a besoin de vous, j'ai besoin de vous, et vous avez besoin de nous. Nous pouvons continuer à méditer ensemble chaque matin. Vous pouvez continuer à enseigner des techniques à Théo, mais plus comme un travail, comme une famille. » Marilus ne savait pas quoi dire.
En 47 ans de vie, personne ne lui avait jamais offert quelque chose de tel. Personne ne l'avait regardée et ne lui avait dit qu'il voulait qu'elle fasse partie de sa famille. « Mais je ne suis pas de votre niveau, » dit Marilus. « Je suis une femme de Bretagne. Je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien à offrir. » Antoine secoua la tête. « Vous avez quelque chose à offrir que personne d'autre n'a. Vous avez 400 jours d'amour inconditionnel. Vous avez un carnet qui a sauvé mon fils. Vous avez la patience de vous asseoir chaque matin avec un enfant que le monde avait abandonné. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme universitaire. Ça vaut plus que n'importe quel compte bancaire. » Marilus regarda Antoine. Regarda cet homme qui avait tant changé au cours des derniers mois. Le millionnaire distant qui ne savait que travailler était devenu un père présent, qui méditait chaque matin avec son fils. L'homme d'affaires froid qui embauchait et renvoyait sans réfléchir était devenu quelqu'un qui offrait sa famille à une femme de ménage. Le carnet d'Édouard n'avait pas seulement changé Théo, il avait changé Antoine aussi. « D'accord, dit Marilus finalement. Je reste. » Antoine sourit. Et pour la première fois depuis longtemps, son sourire était sincère. Ce soir-là, Théo arriva à l'hôpital avec quelque chose dans les mains. C'était un dessin. Il l'avait fait lui-même. Il montrait 3 figures assises en cercle, les yeux fermés, méditant. En dessous, avec son écriture de 12 ans, il avait écrit « Ma nouvelle famille ». Marilus regarda le dessin, regarda Antoine, regarda Théo. Et elle sut qu'Édouard, où qu'il soit, était en train de sourire. La convalescence de Marilus dura 6 semaines. 6 semaines pendant lesquelles elle vécut dans l'une des chambres d'amis du château Andrade. 6 semaines pendant lesquelles Antoine lui rendit visite chaque jour pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. 6 semaines pendant lesquelles Théo lui lut à voix haute les livres que Marilus voulait entendre. Et chaque matin, même si Marilus ne pouvait pas méditer assise, Théo s'asseyait près de son lit et ils respiraient ensemble. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de maintien, 8 secondes d'expiration. Le carnet continuait à se remplir d'annotations. Jour 401, 62 minutes. Jour 410, 65 minutes. Jour 420, 70 minutes. Le schéma se répétait. Théo continuait de progresser, et Marilus était toujours là, le guidant, l'accompagnant, l'aimant comme s'il était son propre fils. 8 mois après le jour 400, quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. C'était le jour de la remise des diplômes de CM2 de Théo, le dernier jour de l'école primaire, le jour où les élèves prononçaient des discours devant leur famille et leurs professeurs. Théo avait été invité à prononcer le discours d'adieu. Le garçon qui ne voulait pas sortir de sa chambre il y a 2 ans allait maintenant parler devant 100 personnes. Antoine était nerveux. Marilus était nerveuse. Même les professeurs étaient nerveux. Ils connaissaient tous le syndrome de Gilles de la Tourette de Théo. Ils avaient tous vu les tics. Ils craignaient tous que quelque chose tourne mal. Mais Théo était calme. Il monta sur scène d'un pas assuré, se planta devant le micro, observa l'audience. Il vit son père au premier rang, les yeux remplis de larmes, avant même que le discours ne commence. Il vit Marilus, encore faible, mais présente, assise à côté d'Antoine, comme faisant partie de la famille. Et il commença à parler. « Quand j'avais 6 ans, commença Théo, quelque chose a changé dans mon corps. J'ai commencé à faire des mouvements que je ne voulais pas faire. J'ai commencé à faire des sons que je ne voulais pas faire. Les médecins m'ont dit que j'avais quelque chose qui s'appelait le syndrome de Gilles de la Tourette. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de remède. Ils m'ont dit que je devrais vivre avec ça pour toujours. » L'audience était silencieuse. Certains parents avaient déjà les larmes aux yeux. « Pendant de nombreuses années, continua Théo, j'ai senti que mon corps était mon ennemi. J'ai senti que j'étais cassé. J'ai senti que personne ne me comprenait. Je me suis caché dans ma chambre. J'ai cessé de vouloir sortir. J'ai cessé de vouloir vivre. » Théo fit une pause. Respira. 4 secondes. 7 secondes. 8 secondes. Mais il y a près de 2 ans, quelqu'un est entré dans ma vie. Quelqu'un qui n'était pas médecin. Quelqu'un qui n'avait pas de diplôme. Quelqu'un qui était juste une femme de ménage
venu nettoyer ma maison. Théo regarda Marilus. Les larmes coulaient sur son visage. Cette personne m'a appris quelque chose qu'aucun médecin ne m'avait appris. Elle m'a appris que je n'ai pas à me battre contre mon corps. Je dois respirer avec lui. Elle m'a appris que la paix n'est pas l'absence de problèmes. C'est la capacité de trouver le calme au milieu du chaos. Elle m'a appris que les miracles ne viennent pas sous la forme de remèdes magiques. Ils viennent sous la forme de personnes qui décident de rester avec vous quand tous les autres s'en vont. L'audience pleurait. Les professeurs pleuraient. Antoine sanglotait ouvertement. « Aujourd'hui, dit Théo, je peux rester plus d'1 heure sans tic. Pas toujours, mais je peux. Et ça, il y a 2 ans, semblait impossible. Ça, il y a 2 ans, était un rêve que je n'osais même pas rêver. » Théo regarda le public une dernière fois. « Alors, mon message pour vous tous est le suivant. Ne sous-estimez pas les gens simples. Ne sous-estimez pas les femmes de ménage, les dames qui nettoient, les personnes que personne ne voit. Parce que parfois, ces personnes ont le pouvoir de faire ce que les experts ne peuvent pas. Parfois, ces personnes ont l'amour qui guérit ce que la médecine ne peut pas guérir. » Théo sourit. « Merci, Marilus, pour les 400 jours, pour le cahier, pour Édouard, pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir appris que le silence n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à trouver. » Théo descendit de scène. L'audience se leva. Les applaudissements durèrent plus de 2 minutes. Mais Théo ne les entendit pas. Il courut directement vers Marilus et la serra dans ses bras. Et dans cette étreinte, tout se referma. Le cahier d'Édouard. Les 15 années de culpabilité de Marilus. Les 6 années de souffrance de Théo. Les millions d'euros gaspillés d'Antoine. Tout se termina dans cette étreinte. Certains disent que les miracles n'existent pas, que la science peut tout expliquer, que les histoires comme celle-ci sont des exagérations romantiques de la réalité. Mais je vous pose cette question. Si une femme de ménage de Bretagne peut accomplir ce que 8 neurologues à 2 millions d'euros n'ont pas pu accomplir, comment appelez-vous cela si ce n'est pas un miracle? Si un enfant atteint du syndrome de Gilles de la Tourette sévère peut se tenir devant 100 personnes et prononcer un discours sans tic, comment appelez-vous cela si ce n'est pas un miracle? Si un millionnaire qui ne savait que travailler peut apprendre à s'asseoir en silence avec son fils chaque matin, comment appelez-vous cela si ce n'est pas un miracle? Les miracles existent, sauf qu'ils ne viennent pas sous la forme que nous attendons. Ils ne viennent pas d'hôpitaux coûteux, ni de traitements de dernière génération, ni d'experts avec des titres brillants. Ils viennent de personnes ordinaires qui décident de faire des choses extraordinaires. Ils viennent de vieux cahiers qui gardent des secrets d'amour. Ils viennent de matins silencieux où la seule chose qui importe est de respirer ensemble, aujourd'hui. Plus d'1 an après le jour 400. Marilus vit toujours au château des Andrades, non plus comme employée, mais comme famille. Elle a sa propre chambre, son propre espace, sa propre place à la table de la salle à manger. Antoine a modifié ses horaires de travail. Il ne part plus à 7 heures du matin, ni ne rentre à 11 heures du soir. Il part à 9 heures, après avoir médité avec Théo et Marilus. Il rentre à 6 heures, à temps pour dîner ensemble. Son entreprise continue de fonctionner, mais ce n'est plus la seule chose qui compte. Théo est au collège maintenant. Il a des amis, il a des activités, il a une vie. Les tics sont toujours là. Le syndrome de Gilles de la Tourette n'est pas guéri, mais Théo a appris à vivre avec. Il a appris à trouver la paix au milieu du chaos. Il a appris que sa condition ne le définit pas. Ce qu'il en fait est ce qui importe. Et le cahier de Marilus, ce vieux cahier avec les pages jaunies et le nom d'Édouard sur la couverture, a maintenant une place spéciale dans la bibliothèque du château. Il est encadré, protégé, honoré. Parce que ce cahier n'est pas seulement un journal d'exercice. C'est un témoignage que l'amour peut faire ce que la science ne peut pas expliquer. Il y a une phrase que Théo dit chaque soir avant de s'endormir. Une phrase qui est devenue la devise de cette famille étrange formée par un millionnaire. Une femme de ménage et un enfant atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. « Papa, je n'ai plus peur du silence, parce que je sais que je peux le trouver. » Et cette phrase, cette simple phrase d'un enfant de 13 ans, résume tout. Le silence n'est pas l'absence de bruit.
c'est la présence de paix. Et la paix ne s'achète pas, ne se loue pas, ne se prescrit pas. La paix se trouve chez les bonnes personnes, au bon moment, dans les bonnes respirations. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à trouver votre propre silence. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la, ce n'est pas pour moi, pas pour l'algorithme, partagez-la parce que peut-être, quelque part dans le monde, il y a un enfant comme Théo qui attend sa propre Marie-Luce. Il y a une femme de ménage comme Marie-Luce qui attend son propre Théo. Il y a un père comme Antoine qui attend d'apprendre à être présent. Et peut-être, juste peut-être, peux-tu être le pont qui les relie? Parce qu'au bout du compte, c'est ce que nous sommes. Des ponts jetés entre des mondes, connectant des histoires, des vies, des silences. Des silences parfois assourdissants. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était important pour moi. Et souviens-toi, les miracles existent. Il faut juste savoir où les chercher, où tendre la main. Et surtout, ne jamais perdre espoir. L'espoir, c'est le fil ténu qui nous relie à la lumière, même dans les moments les plus sombres.